Contre les mots, quel est le mot de passe? Pour qu'un hydro à la télé, il faut trouver le bon mot de passe. Demain, 19h30, sur TV5. Objectif, un effet fossile des plus glam. Aucun fossile requis. Nouveau mascara Falsies de Maybelline Mia. Tout le glam des fossiles dans un tube. Notre brosse incurvée recouvre vos cils d'une riche formule Kerafibre et comble tous les espaces. Instantanément. Nouveau Falsies de Maybelline. C'est le temps des séries télé. Retrouvez La Chambre des Dames, d'après le roman historique de Jeanne Bourrin. 10 épisodes inoubliables, l'une des meilleures séries télé des années 80. Avec Marina Vladi, Sophie Barjac, Henri Virnogeux. Jamais le monde médiéval n'aura été aussi proche de nous. Retrouvez toutes les chroniques du XIIIe siècle du royaume de Saint-Louis. 10 épisodes inoubliables. La Chambre des Dames, disponible en coffret, en vente dans tous les magasins de la Boîte Noire à Montréal. Faites un saut au plus grand cabaret du monde. Demain, 20h30, sur TV5. Robbie Williams à Taratata. Demain, 23h35. Sur TV5. Moi, vous savez, j'aime les gens polyvalents, qui sont des artistes multidisciplinaires, qui touchent à plein de choses. Et j'ai été servi parce que j'ai rencontré Stanley Péan, qui est longtemps directeur de l'UNEC, qui est donc écrivain, exactement. Érudit de poésie. Voilà, amateur de jazz, animateur à l'émission de radio de jazz. Et donc, il y a plein de choses dont on veut parler avec lui qui trouve ça important pour lui que les intellectuels s'engagent dans les débats publics, le font passer, ont peut-être trop peur de le faire. Je dois préciser que c'est une entrevue qui a été faite avant le tremblement de terre en Haïti, donc on n'a pas abordé cette question-là, mais il y a en masse de sujets qu'on peut aborder avec Stanley Péan. Je m'apprête à rencontrer Stanley Péan, écrivain et président de l'Union des écrivains du Québec. Je pense que c'est un intellectuel stimulant qui sait aborder les questions complexes et délicates en gardant toujours à l'esprit la notion de plaisir. J'ai peur de me tromper à un moment donné puis de l'appeler Danny Laferrière, mais j'espère qu'il continuera toujours à déranger l'ordre établi et le consensus mou, parce qu'ils ont besoin de se faire déranger. Je suis avec Stanley Péan, écrivain, président de l'UNEC. Ça suppose une certaine implication dans la sphère médiatique sur plein de sujets. Et tu disais récemment promouvoir l'idée que les écrivains se permettent de prendre le crachoir, de prendre la parole. Est-ce qu'à ton avis, ils le font pas assez? Non, ils le font pas assez, puis tous les encouragent à se taire. On a réussi à faire de l'écrivain un amuseur public, quelqu'un qui est dans l'ordre du divertissement. En tout cas, c'est l'image qu'on veut projeter dans les médias au Québec. C'est pas ça, un écrivain, c'est aussi un intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit à la société dans laquelle on vit et qui a des jugements posés, au même titre que n'importe quel autre faiseur d'opinion, que ce soit les journalistes, les éditorialistes. On a tendance à trouver bizarre des écrivains prennent position sur des sujets, alors que l'histoire littéraire est pleine de ces écrivains qui ont dit non. C'est les derniers qui restaient parmi les artistes qui fonctionnaient avec justement leurs idées, leurs opinions. Mais il le faut, mais c'est ça, mais dans l'agora médiatique, on a lu des positions de dire pourquoi il intervient, c'est un écrivain, c'est pas intéressant son point de vue. Au contraire, il me semble qu'un écrivain doit réfléchir sur le monde dans lequel il écrit, dans le monde dans lequel il vit. T'sais. Mais c'est pas un peu des fois opposé à cette espèce de sagesse populaire très valorisée. On a des lignes ouvertes où là, toutes les opinions se valent, autant que, et encore mieux s'il y a une grande gueule avec puncher médiatiquement. C'est ça. L'écrivain, des fois, ça y prend du temps pour aller avec son idée. C'est ça, on a peur de la réflexion. Je pense que c'est devenu quelque chose qui effraie les gens au Québec. On veut juste l'émotion. On veut pas que quelqu'un puisse prendre son temps. On n'a pas de spécialistes. On a peur de... En fait, disons-le, il y a une espèce d'anti-intellectualisme qui fait consensus. C'est plate que quelqu'un réfléchisse. Parce que c'est comme s'il ne se laissait pas aller à ses émotions, c'est-à-dire d'emblée, voilà, c'est comme ça que je me sens. Puis moi, je suis pas sûr que toutes les opinions se valent. J'aime ça qu'une opinion soit réfléchie des fois. Ce qu'on entend dans ces tribunes téléphoniques de la radio populaire, c'est des opinions souvent pas informées. Moi, je pense qu'une opinion informée vaut mieux qu'une opinion qui est juste basée sur le bon sens, le trop bon sens. Finalement, écrivain, c'est toujours un peu nécessairement philosophe.
il y a une partie de ça. Je veux dire, tous les écrivains ne se réclament pas de ça. Puis je veux dire, on fera pas un guide parfait petit écrivain. Je pense qu'il y a une question de tempérament aussi. Il y a des écrivains qui sont très très contents d'être des esthètes et d'écrire dans une tour d'ivoire. Moi, c'est pas ma conception de la chose. Moi, je pense qu'un écrivain, il vit dans le monde avec le reste des citoyens. Il est également un citoyen. Il se peut que sa parole puisse servir au bien commun aussi, en dehors de servir à son œuvre. Puis est-ce que toutes les questions sont à aborder? Il y a la fameuse question nationale qui divise. Il y a eu un sondage à l'UNEC. Vous avez pris tous vos membres pour savoir sur comment on devrait se positionner. Le résultat était au-delà de la marge d'erreur des sondages. C'est pas le moins qu'on puisse dire. J'ai rencontré Gilles Duceppe la semaine où notre sondage est sorti. Il dit j'aimerais ça avoir un référendum qui nous donnerait ce type de résultat. C'était quoi ça? Alors, c'était 74% des écrivains membres de l'UNEC qui ont voté étaient favorables à l'indépendance du Québec. Et sur ces 74%-là, donc, il y avait 67%, donc il y en avait 7% un peu de moins, qui disaient que oui, l'UNEC, non seulement on est pour, mais on veut que l'UNEC prenne cette position-là. Donc, c'est très, très confortable. C'est une position qui est traditionnelle à l'UNEC, parce que c'est lié à la question de la culture. Je pense que si on a à cœur la culture québécoise, on est obligé de se poser la question quelle est sa place dans l'ensemble canadien? Est-ce qu'on ne serait pas mieux placé en tant que nation indépendante pour défendre cette culture, cette langue, enfin tout ce qui nous intéresse comme écrivains? Bon, l'Assemblée a parlé. Est-ce que des fois, par exemple, on va dire, on ne taxe pas le livre et les produits culturels parce qu'il faut que ce soit accessible à tout le monde. Et toi, tu avais une position un peu différente qui est de dire, il faudrait peut-être plus les taxer. Ben, si on n'est pas capable de trouver l'argent qu'il faut pour investir dans la culture, peut-être. J'ai lancé l'hypothèse, on peut la contester, peut-être. Si on la taxe, si on était capable de dédier cette taxe-là à... Parce qu'on en dédie... Oui, ça va dans le fonds consolidé pour boucher les trous d'asphalte. Parce qu'on est toujours en train de nous dire qu'il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas d'argent pour la culture. Ben, trouvons l'argent. Bon, c'est peut-être pas la solution, mais je dis c'était une solution. Il fallait pouvoir s'arrêter et réfléchir là-dessus. Mais cette idée, peut-être, ça nourrit la perception des artistes, des écrivains, des intellectuels comme têteux de fonds publics pour certaines personnes. Toutes les études qui ont paru ces dernières années nous montrent que, en dehors de cette perception qu'on a des artistes et de la culture, l'argent qui est investi dans la culture revient au triple aux investisseurs. Ça veut dire que chaque dollar qu'on met dans la culture rapporte 3 $ au gouvernement. Est-ce qu'on peut partager ces bénéfices-là et dire qu'on va continuer à essayer de solidifier ces structures-là, ces infrastructures, que ce soit les théâtres, que ce soit les troupes de théâtre, que ce soit les éditeurs, etc. Puis est-ce que cette structure-là n'est pas en voir justement si peu d'argent parviennent aux créateurs? Pas de meilleure façon. C'est d'autres pays qui arrangent mieux ça que nous autres. Oui, je pense que oui. En Irlande, les artistes ne sont pas ils ne payent pas d'impôts. C'est bien. C'est bien. Il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas irlandais, se sont pris résidence là-bas. On va se trouver un accent. Je ne dis pas que ce serait ça qu'il faudrait faire, mais il existe des nations qui disent oui, vous contribuez de manière importante au bien commun, à la qualité de la vie, parce que c'est ça aussi, la culture, les arts et les lettres. Et donc, on vous dit ce que vous faites, parce qu'ils ne sont pas tous millionnaires. Donc, on a tendance à dire artistes, c'est soit les... On n'a pas juste un milieu. Hein. On voit les superstars hollywoodiennes, puis les humoristes, disons, au Québec, qui sont ceux qui font beaucoup d'argent, puis les têteux, qui sont en fait des déesses, qui sont à quêter toujours... Ça existe, des artistes qui n'ont pas le talent pour l'être. Absolument. Tu n'as pas le droit à être artiste. Oui, c'est pas un droit, mais il faut que tu prouves ta pertinence, tu prouves ta valeur. Ça, je pense qu'il n'y a aucun artiste qui est contre cette idée-là. De toute façon, ces fameuses bourses qu'on a contestées, ils ont trop de bourses, ils ont trop de... C'est la crème de la crème qui les touche. Quand il y a des jurys qui se réunissent autour des demandes de bourses, peut-être 10%, même pas, la plupart du temps, des artistes qui touchent les bourses. Et les artistes qui ont un certain succès n'en demandent même pas. Donc, je veux dire, une bourse d'aide à la création, ça ne va pas aux auteurs qui écrivent des best-sellers. Ils n'en demandent pas, ils n'en ont pas besoin, ils ne sont pas fous non plus. Mais comment ça se porte la littérature, la culture littéraire au Québec, par exemple? On sait qu'il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup d'écrivains. En dehors de la rareté des tribunes où on parle de littérature, il y a un public. C'est toujours très, très fragile, ça. C'est fragile parce que toute la chaîne de livres est fragile. Que ce soit les librairies indépendantes qui sont celles qui font le plus la promotion de nos auteurs,
que ce soit le fait que les auteurs québécois qui sont les plus lus ne sont pas forcément les auteurs, tu sais, il y a différents types de littérature, il y a la littérature populaire, la littérature jeunesse. Mais est-ce qu'on publie pas trop des fois? Ça donne une espèce de bruit dans lequel on a de la difficulté à retrouver ce qu'il y a de la valeur. Mais moi, je pense qu'on publie. Moi, j'ai de la misère à croire qu'on publie trop. Ouais. J'ai l'impression que la valeur, justement, c'est ce qui va surnager, c'est ce qui va rester. Puis pour que ça prend une masse critique. Ça prend. Quand on non, en sport, les éditeurs reçoivent des subventions pour le nombre de titres qui font paraître. Les subventions, oui, ça peut brouiller, c'est effectivement. Mais pour prendre cette question-là des subventions d'éditeurs, c'est à peu près 7% de leur budget qui vient des financements publics. Le reste, les éditeurs sont obligés de trouver des façons de vendre. Et donc, c'est pas pour rien qu'il y a de ces best-sellers, c'est pas pour rien qu'il y a des Amos d'Aragon, des Michel Tremblay et des Marie Laberge. C'est bien qu'il y ait ça. Parce que ces dernières années aussi, on a souffert des coupures, les éditeurs. Mais est-ce que tu as espoir qu'à un moment donné, ça évolue? Ben, espérons que c'est un mouvement de balancier puis qu'on reviendra. Moi, j'ai tendance à penser qu'il n'y en a jamais trop de culture, puis ce serait bien qu'il y ait des émissions qui portent sur toutes les formes de la culture. Si ce n'est pas des niches spécialisées, que la culture soit plus présente dans les émissions généralistes, qu'on sente que c'est important, justement, la place que peuvent occuper nos artistes. Ça, je trouve que on gagnerait à ça. Puis, hélas, c'est le divertissement, même à Radio-Canada, qui triomphe. J'ai rien contre le divertissement. Moi aussi, j'ai envie d'être diverti. Mais une fois de temps à autre, est-ce qu'on a le droit de s'arrêter de passer? Ça me fait. Merci beaucoup. Merci, François. On va s'arrêter pour y penser. Voilà, l'émission tire à sa fin. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous nous les faites parvenir à l'adresse qui apparaît glisse ici au bas de l'écran. Si vous avez manqué l'émission, vous pouvez la trouver sur Internet à clubsocial.tv5.ca. Et je suis avec Marie-Chantal Bourgoin, qui vous occupez, vous êtes l'organisatrice, la présidente de ce club de patinage. Oui, effectivement, c'est le club de patinage de Pointe-aux-Trembles. Et on fête cette année notre 30e saison. On a beaucoup de jeunes ici qui font des compétitions au niveau national et au niveau provincial. On a d'ailleurs un de nos patineurs, un ancien patineur, son véhicule, qui est maintenant sur l'équipe olympique. Et il était aux Jeux olympiques en longue piste à Vancouver. Mathieu Giroux. Oui. Qu'est-ce que ça demande, Marie-Chantal, comme entraînement? On les voit derrière nous, mais est-ce que c'est très intensif comme entraînement? Oui, c'est très intensif. Les jeunes que vous voyez ici s'entraînent en moyenne 7 à 8 heures semaine. C'est très, très technique parce qu'en plus, les lames sont beaucoup plus longues et les lames sont courbées. Alors, si on se ramasse dans les talons, on se ramasse dans les matelas. Oui, on voit qu'il y en a. La bonne nouvelle, vous avez fait que c'est des matelas. Oui, c'est ça, c'est des matelas. C'est la bonne nouvelle. Absolument. Ils ne sont pas tannés de tourner en rond, je dirais. Non, c'est comme toujours de ma côté, là. En plus, en valse. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Et nous, il me reste à vous dire à la prochaine fois. Cette 8e étape de Pékin Express va vous emmener d'une capitale à une autre. Nous, on vient de la campagne, c'est vraiment pas notre milieu, quoi, la ville. Quand ça va pas, ça va pas. Je sais pas si avec un peu de chance, on ne pourrait pas arriver premier. Pékin Express, la route des dragons, sur TV5. Une bonne réputation est difficile à acquérir. Une réputation de qualité inégalée et de service à la clientèle exceptionnelle est encore plus difficile à acquérir. Il faut la mériter. Lexus a remporté plus de prix de qualité que tout autre fabricant de luxe aux États-Unis au cours des 10 dernières années. Et tous nos efforts tendent vers un seul objectif. Vous procurer encore plus de l'amour parfait. Lexus à la conquête de la perfection. Découvrez une nouvelle façon d'apprécier la salade avec nos salades et grillades Kraft. Essayez nos salades repas. Vous pourrez être au restaurant. Chaque boîte salade repas contient une sauce de cuisson pour la viande et une vinaigrette parfaite pour vos crudités. 4 étapes simples à réaliser suffisent pour atteindre l'harmonie. Essayez nos variantes de salade César au poulet, poulet à l'asiatique ou d'autres encore. Les nouvelles salades et grillades Kraft.
La salade réinventée.